Geoffrey Gagneur me dit: que pensez-vous de la mode du paddle? Est-ce un sport que vous auriez aimé pratiquer si vous n'aviez pas eu de problème de genoux? Alors non, et là je vais en faire dresser des cheveux sur la tête, non, parce que je trouve ça complètement con. Je trouve que le paddle supprime tout ce que j'aime et tout ce que j'aimais quand je jouais au tennis, c'est-à-dire la variété, l'alternance puissance-finesse, la variété des effets, alors que globalement, je veux dire, paddle c'est quand même beaucoup plus bourrin. En plus, moi, cette histoire de rebond sur les parois, ça a un côté squash qui en plus, moi, à l'œil, me fatigue énormément. Non, voilà. Puis la sensation de taper cette balle avec cette raquette en dur, non, ça me tente pas du tout. Peut-être qu'un jour, après mon opération au genou, je pourrais peut-être refaire un petit peu de paddle, mais bon, ce sera vraiment pour être avec des copains, mais parce que je préférerais jouer au tennis, mais bon, ça, rejouer au tennis, j'ai bien peur que peut-être aller taper quelques balles avec des amis sans trop bouger, peut-être rejouer au tennis, même avec une prothèse du genou, j'y crois pas. Pépito me dit: la Ligue qui programme Strasbourg et Lyon vendredi, alors que les deux Lyonnais ont joué en sélection cette nuit et deux Strasbourgeois hier soir. Encore une fois, personne n'a réfléchi pour la progression des matchs. Oui, je suis d'accord. Je crois qu'il y avait 14 joueurs lyonnais qui étaient concernés par les matchs internationaux cette semaine. Et remettre ce match dès le vendredi, c'est complètement débile. On aurait pu, pour une fois, l'intégrer dans les matchs du samedi, et même le mettre samedi à 15h. Et encore une fois, on fait ça sans tenir compte de la santé des joueurs, parce que évidemment, Almada, non seulement il a joué, il a marqué d'ailleurs, mais non seulement il a joué, mais en plus il était en Amérique du Sud, donc j'ai du mal à imaginer Almada sur le terrain à la Méno demain soir. Mais encore une fois, là c'est pareil, quoi. Il faut réfléchir. T'aurais pu mettre un match entre deux équipes. J'ai pas la liste sous les yeux, mais tu aurais pu effectivement mettre vendredi soir un match avec des équipes de bas de tableau. Alors, évidemment, le vendredi soir en prime, on essaye de privilégier une belle affiche du championnat, mais voilà, il faut aussi penser à la santé des joueurs et aussi penser à l'équité du championnat avec des joueurs qui peuvent pas non plus être le mercredi à Buenos Aires et le vendredi à la Méno. Vivian Despeloitier me dit: la popularité des frères Lebrun au tennis de table dépasse d'immenses sportifs tels que Riner, Zidane et Mbappé. Est-ce que de ton côté, tu t'intéresses au tennis de table et plus particulièrement au parcours et résultats des frères Lebrun? Dépasse l'immense sportif tel que Riner, Zidane et Mbappé, il faut peut-être pas déconner non plus, quoi, tu vois. Déjà, pour voir la finale des frères Lebrun en championnat de France, il me semble, je suis même pas sûr, mais il me semble que c'était sur l'équipe TV. J'en suis même pas sûr. Sinon, c'était sur YouTube. Ouais, il y a eu une Lebrun Mania pendant les JO, mais pas c'était les JO. Je veux dire, après, le tennis de table, ça reste entre guillemets que du tennis de table. C'est pas non plus un sport majeur. Bon, les frères Lebrun, en plus, avec leurs lunettes et leur côté premier de la classe, petit blond, ils sont effectivement des physiques de sportifs de haut niveau extrêmement atypiques. Je dirais presque des physiques de gens normaux qui font certainement qu'une partie de la population s'attache à eux. Maintenant, en termes de popularité, restons calmes quand même, quoi. Bertrand Jay me dit: pour toi, quelle doit être la décision de Montpellier-Saint-Étienne? Perso, si le match se rejoue intégralement ou partiellement, 30 dernières minutes, ce sera un scandale. Ouais, j'ai du mal à croire que la Ligue puisse faire rejouer, alors intégralement, j'y crois pas une seconde, parce que là, pour le coup, ce serait effectivement un déni de justice, et ce serait en plus récompenser les supporters montpelliérains d'avoir foutu la merde à la Mosson, et pareil, leur donner les 30 minutes à jouer, en plus, avec une supériorité numérique à cause de l'expulsion de Bernauer à Saint-Étienne. Non, je pense effectivement que la logique et la juste sanction du comportement des supporters de Montpellier, c'est de donner match perdu
à Montpellier. Alexandre Nadalojo me dit, l'équipe qui a de nouveau publié les salaires des joueurs de Ligue 1, trouves-tu ce voyeurisme choquant, d'autant plus que les salaires d'une personne doivent rester confidentiels et privés? Est-ce que ces mêmes journalistes aimeraient qu'on balance sur la place publique le montant de leur salaire mensuel? Alors moi j'ai eu aucun problème, parce que j'ai même fait des interviews où j'avais dit combien je gagnais, que ça m'avait d'ailleurs valu pas mal de commentaires négatifs, parce que bon, visiblement beaucoup de gens trouvaient que c'était trop. Encore une fois, c'est la confidentialité sur les salaires, c'est quelque chose de très franco-français. En Angleterre, tout le monde sait combien les joueurs gagnent. Il n'y a pas besoin de faire une édition spéciale d'un journal pour avoir les salaires des joueurs. Aux États-Unis, c'était encore plus ça. Aux États-Unis, en plus, les mecs sont fiers de gagner de l'argent, ce qui est encore une étape supplémentaire par rapport à ce qu'on voit là. Du voyeurisme, oui, c'est du voyeurisme, parce que de toute façon, l'équipe fait ça uniquement pour faire une très grosse vente, parce que je pense que c'est une des meilleures ventes de la saison du journal L'Équipe. Encore une fois, moi, divulguer mon salaire, ça n'a jamais été un problème pour moi, d'autant plus qu'aujourd'hui, j'en ai plus de salaire, donc comme ça, c'est réglé. Mais quand j'en avais, j'avais aucun problème à dire que je gagnais 8 000 € par mois net à Canal, voilà. Mais bon, tout le monde n'est pas obligé d'être comme moi. Pierrick Liep me dit, que penses-tu de la stratégie de Montpellier de conserver Jean-Louis Gasset, alors qu'il semble avoir baissé les bras, plutôt que de tenter un troisième entraîneur pompier de service, style Antonetti, pour essayer de sauver ce club? Déjà, Antonetti, il est directeur sportif de Bastia, donc il n'est pas disponible. Puis, alors là, pour le coup, il coûte que dalle au club. Jean-Louis Gasset, je sais plus s'il a 20 ou 30 000 € par mois, donc je pense malheureusement que depuis maintenant quelques semaines, Montpellier expédie les affaires courantes et prépare la saison prochaine en Ligue 2. Ça sert à rien d'aller prendre un nouvel entraîneur qui prendra forcément plus d'argent, sachant que maintenant que la situation est quasi désespérée. Alex Penon me dit, lors d'extraits de compléments d'enquête sur Nasser, on y découvre la présence de Véronique Rabiot, témoignant à charge contre le club parisien et son président. Ces insultes dont elle a été victime ne sont pas tolérables. N'aurait-elle pas mené à merveille les médias dans cette affaire, comme elle l'a régulièrement fait par le passé? N'en a-t-on pas trop fait avec elle et cette affaire en comparaison avec Barcola et Samba, qui ont subi le même sort lors de leur retour à Lens et à Lyon? Sujet intéressant. Il faut bien comprendre que ce qui se passe à Paris aura toujours une caisse de résonance plus importante que ce qui se passe dans des stades de province. Parce que, par paresse, les politiciens regardent plus ce qui se passe au parc, et puis que la caisse de résonance du Parc des Princes et la caisse de résonance du PSG sera toujours plus importante que les autres clubs. Après, effectivement, comme tu le dis, les insultes qui ont été proférées contre Adrien et sa maman sont absolument intolérables. Elles vont être sanctionnées. Après ça, qu'elles soient sanctionnées, c'est bien fait pour la gueule des supporters, parce qu'ils étaient prévenus. Ils avaient été prévenus par le club du PSG, même si le PSG était faux cul dans cette démarche. Ils ont quand même fait des communiqués pour demander au public de se tenir. Ça n'a pas été fait, mais ils ont quand même, comment dirais-je, préparé le terrain. Après, c'est assez étonnant que, effectivement, le Groupama Stadion se sorte comme une fleur de ces insultes incessantes sur Barcola, que Bollaert, évidemment, bon, de toute façon, le stade public de Bollaert, de toute façon, on a l'impression que ils sont dans la ouate et que c'est le meilleur public c'est décrété, avec le tampon, le meilleur public de France. Mais les insultes qui ont été sur Samba sont, pour moi, tout autant inadmissibles. Mais il est évident que Paris sera toujours... de toute façon, Paris a tellement d'avantages avec le Qatar, notamment sur le plan financier, que c'est peut-être par ricochet normal qu'ils aient d'autres désavantages.
et peut-être d'être plus sur celui du feu de l'actualité, après que Véronique Rabiot utilise tout ça à des fins de vengeance personnelle ou d'intérêt, ça me paraît évidemment totalement évident. Johnny Domar me dit, éliminé en demi-finale du championnat paulista, attaqué par la presse suite à sa récente soirée en compagnie de 10 jeunes femmes alors que sa femme est enceinte. Maintenant blessé, Neymar sera-t-il physiquement et mentalement prêt à assumer son rôle dans la sélection nationale dans le futur proche où c'en est fini de sa carrière internationale? Alors, éliminé de la demi-finale du championnat paulista, il me semble qu'il n'avait pas joué cette demi-finale parce qu'il était blessé à la cuisse. La soirée avec les 10 jeunes femmes, c'était au Carnaval de Rio. Je pense qu'au Carnaval de Rio, la probabilité de te retrouver avec des femmes danseuses est beaucoup plus forte que dans n'importe quelle autre zone de la vie. Blessé à la cuisse, bon voilà, il a une blessure à la cuisse, je veux dire, c'est quelque chose de banal, surtout pour un joueur qui a pas joué pendant un an et qui a rejoué de façon régulière pendant quelques semaines. Maintenant, est-ce qu'il sera physiquement prêt à assumer la fonction de meneur de jeu de l'équipe du Brésil? Moi, je le souhaite de tout cœur, parce que j'adore ce joueur, mais faudrait pas que ce soit la compétition de trop et qu'il soit un boulet pour une équipe qui est déjà en forte difficulté. ED Desfossés me dit, j'ai pu lire que les Qataris seraient favorables à l'implantation d'un futur stade de 90 000 places dans la ville de Massy. Rumeur ou intox, as-tu des infos sur ce dossier? Si oui, est-ce un bon choix de s'éloigner du centre de la capitale? Dans l'hypothèse d'un fake, doit-on s'attendre à un verdict après les élections municipales de 2026 et la fin du règne de Hidalgo? Je sais que le PSG cherche. Est-ce qu'ils font pas ça non plus pour mettre la pression sur Hidalgo? Si tant est que ce soit possible de mettre la pression sur quelqu'un d'aussi buté. Il n'y a plus qu'un an à attendre. Je pense que pour le PSG, il est urgent d'attendre. Maintenant, si tu veux faire un stade de 90 000 places, il est évident que ce ne sera jamais possible à la place du Parc des Princes. Au Parc des Princes, tu peux gagner peut-être 10 000 places en faisant des travaux en plus très importants. Donc, c'est un souci. C'est un souci. Moi, je comprends que les supporters du PSG soient attachés à leur stade, à leur histoire, à la place géographique du Parc des Princes dans le quartier d'Auteuil à Paris. Maintenant, je comprends aussi les Qataris qui aient envie d'avoir un stade immense avec des restaurants, des boutiques, des cinémas, des studios télé, enfin tout un truc. Ce qui est dommage, c'est d'être obligé d'aller aussi loin de Paris que Massy, quoi. Moi, je pensais que l'hippodrome de Saint-Cloud était pour moi le meilleur endroit. D'abord parce que ça déplaçait pas le Parc des Princes de beaucoup de distance. Malheureusement, c'est pas possible.